pour le débat, je suis toujours accompagnée de Brice Malm, manager exécutif senior en charge des recrutements de la division achat et supply chain chez Michael Page. À mes côtés également Pierre-Olivier Brial, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Manutan et notre partenaire sur cette émission. Et puis Arnaud Connefroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur achat groupe de Ceva Santé Animale. Alors je voulais revenir avec vous deux sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec Brice au sujet de la crise du Covid, qui a sans doute conduit les acheteurs à acheter justement d'autres produits que ceux auxquels ils sont habitués. Comment est-ce que vous êtes organisé, vous, chez Manutan, par exemple ? Alors nous, chez Manutan, ça a été effectivement un choc parce qu'on s'est retrouvé avec des centaines, des milliers de demandes pour approvisionner des produits liés au Covid, et on s'est organisé en mode commando, ouais. Avec d'un côté des équipes achats qui sourçaient, et puis tous les jours un point, savoir on n'achetait pas, gestion du cash, les fournisseurs, etc. Et pour vous donner une idée, on a référencé en quelques semaines 40 nouveaux fournisseurs, ce qui normalement se fait sur 2-3 ans. Et comment vous avez fait alors ? Parce que, faut aller les chercher, il faut être sûr que ce soit disponible. En plus, j'imagine qu'il y avait des questions de transport. Si ça vient de Chine ou autre, dans cette période-là, c'était compliqué. Alors, on l'a fait, déjà en se mettant vraiment en mode transversal et projet, c'est-à-dire que toutes les compétences de l'entreprise étaient au même endroit, approvisionnement, transport, les achats, en s'appuyant sur nos partenaires historiques qu'on connaissait, aussi en collaborant avec les pouvoirs publics. Puisqu'en fait, à la DGE, il y avait du référencement des fournisseurs qui proposaient ces produits, etc. Donc ça a vraiment été un plan à 360 degrés pour arriver à faire venir les produits, les masques, du gel et autres produits nécessaires pendant la crise Covid. Arnaud Connefroy, est-ce que vous avez pu bâtir à cette occasion des relations peut-être avec d'autres acheteurs, d'autres secteurs pour un peu grouper les forces et les efforts ? Tout à fait. Nous, on est une société ancrée dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée, c'est aussi de faire bénéficier notre communauté d'entreprises de la région de notre savoir-faire. On a aidé en fait à sourcer toutes les ETI du club de Nouvelle-Aquitaine, donc une centaine d'entreprises en masque. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a voulu travailler avec des partenaires de longue date qu'on avait identifiés comme des vrais partenaires avant la crise, dont Manutan faisait partie, pour pouvoir être sûr de nos approvisionnements et être sûr aussi de ne pas se faire avoir, parce qu'il y a eu aussi pas mal d'arnaques pendant cette période. On le sait tous. Donc on a préféré s'orienter vers des partenaires de longue date. On en a choisi deux, Manutan et une autre société avec laquelle on travaille, le groupe Safi-Calcan, qui est un partenaire de Ceva depuis de nombreuses années et qui a sourcé pour nous des masques en Chine pour l'ensemble de ces entreprises du club. Et réellement, ce que ça a montré aussi, c'est la solidarité qu'on a pu avoir entre nous, entre entreprises d'une même région dans cette phase difficile. C'est nouveau ça, Brice Malm, cette espèce de collaboration entre des acheteurs de diverses filières qui se regroupent comme ça ? Est-ce que c'est nouveau ? Moi, j'ai envie de dire oui et non. Parce que les groupes de benchmark entre acheteurs, ils existent depuis très longtemps. Mais là, je crois que ça s'est accéléré et on l'a vu en œuvre. Et de manière, je dirais, concrète, du vrai partage de savoir-faire. Donc, ce que dit Arnaud et Pierre-Olivier dans leur collaboration. Je pense qu'on va aller un peu plus loin. Maintenant, il faut pouvoir mesurer si effectivement c'était juste, je dirais, un phénomène lié à la crise. Maintenant, j'ai envie de dire, au fond, oui, les partenariats ou plutôt les partages d'expériences existent. Il y a quand même un problème qui a été soulevé pendant cette crise, c'est la sécurisation de vos approvisionnements, notamment vis-à-vis de la Chine. Comment est-ce que vous voyez les choses ? C'est vrai qu'on parle beaucoup du Made in France, on l'a évoqué un peu tout à l'heure avec Brice, mais est-ce que c'est une solution à tout, le Made in France, Pierre-Olivier Brial ? Alors, une solution à tout, non. Non, parce que de toute façon, aujourd'hui, ce serait même dangereux. Ouais. Parce que justement, ça voudrait dire de ne pas sécuriser, de ne pas diversifier ses achats. Ce qui est sûr, c'est que je crois que le Made in France, donc il y a une question de compétitivité, de taxes de production, tout ça, c'est bien identifié. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est sorti dans cette crise et qui, pour moi, sera extrêmement important dans le Made in France, c'est le relationnel. C'est-à-dire, en fait, pourquoi on a réussi à travailler ensemble ? En réalité, parce qu'on se connaissait avant et qu'on avait construit du relationnel. Moi, je crois beaucoup que le Made in France passe par la création d'écosystèmes, notamment régionaux, où les entreprises se connaissent. Et parce qu'elles se connaissent, au départ, pas forcément pour faire du business ou des achats, mais elles se connaissent en se regroupant sur un territoire, elles se connaissent parce qu'elles mènent des actions sur le territoire, elles se connaissent parce qu'elles mutualisent des formations avec une région. En fait, se crée un maillage d'entreprises
qui a développé son relationnel, et à partir de ce relationnel, des achats en commun. Les Allemands, par exemple, sont très forts pour ça. Et donc, le Made in France, pour moi, il faut qu'il passera par ce relationnel qu'on doit construire inter-ETI, ETI, PME, PME grand groupe, mailler tout ça, construire un écosystème de personnes qui se connaissent. Non, mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire aussi, c'est que finalement, le Made in France, il est obligé de... Enfin, il est soumis un peu à la bonne volonté de la filière achat. C'est-à-dire que si la filière achat, dans son ensemble, décide d'acheter français, ben forcément, ce sera plus facile aussi. En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, décider d'acheter, c'est aussi qu'est-ce que le client est prêt à payer. Oui. Alors là, on en vient à la question Donc, du prix et c'est effectivement une autre problématique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire l'écosystème ? Ça veut dire aussi la capacité ensemble, notamment aussi avec les pouvoirs publics, de dire finalement qu'est-ce que le prix ? Et donc, comment on utilise les achats pour faire de la transition écologique ? Comment on utilise les achats pour faire de la digitalisation ? À partir du moment, par exemple, où dans un appel d'offres public, le kilométrage est valorisé à 20-30%, c'est tout l'écosystème français ou voire les étrangers qui sont installés sur le territoire, mais vous valorisez la distance. C'est à ce prix-là, si j'ose dire, que le jour où la distance parcourue par un produit pour un acheteur devient aussi important que le prix d'achat, que le Made in France va retrouver des couleurs. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut faire un gros travail de pédagogie auprès du consommateur, parce qu'in fine, c'est quand même lui qui va payer le prix, non, Arnaud Connefroy ? On est au cœur du sujet. En fait, ce que vous disiez, Brice, tout à l'heure est tout à fait vrai. On a été, nous, formés dans les années 90-2000 à réduire les coûts. Donc c'est tout ce changement culturel qui est en train de s'opérer dans le profil des acheteurs qu'on essaie de recruter. C'est des acheteurs qui créent de la valeur, qui parlent de coût total, qui ne parlent pas que du prix, mais du coût total d'acquisition du produit et qui raisonnent au-delà du prix. Dans des secteurs comme les nôtres, vous parliez de continuité business tout à l'heure, la Chine est un vrai souci. On a 80% de nos principes actifs, de nos produits pharmaceutiques qui viennent soit de Chine, soit d'Inde. Donc notre enjeu à nous, c'est d'être dans l'anticipation et puis aussi d'être potentiellement extrêmement innovant dans nos stratégies achats et de réfléchir à comment développer des sources en Europe alternatives à nos sources chinoises ou indiennes pour pouvoir assurer sur le long terme cette continuité business et avoir toujours cet équilibre entre le prix ou le coût total, ce que j'appelle vraiment le coût total, et j'insiste beaucoup là-dessus, et la continuité business. Et pour nous, c'est vraiment un équilibre à trouver de continuité business et de prix ou de coût total pour être sûr de pérenniser notre activité dans le temps. Et c'est vraiment un changement culturel dans la tête des acheteurs que j'essaie d'opérer. Et tous les acheteurs qu'on recrute, moi je vais les recruter sur ces critères-là, sur le critère de création de valeur dans la durée et pas que du prix pour du prix. On a beaucoup parlé du Made in France. Il y a une deuxième problématique qui est intervenue, peut-être dont on parle un peu moins, c'est un peu moins médiatique, mais c'est la possibilité aussi de réinternaliser certaines fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Malm ? C'est possible ou ça reste assez utopique finalement ? Parce que les savoir-faire ne sont pas les mêmes. Et... Réinternaliser certaines fonctions, mais je veux juste rebondir quand même sur ce qui se disait sur la relocalisation, parce que nous, on a essayé de l'analyser via l'enquête que nous avons lancée avec le CNA. Et donc, on essaie d'anticiper, nous, les tendances et les compétences qui feront, je dirais, l'acheteur de demain. Et la relocalisation n'arrive qu'en 5e position. Alors là, je vous donne des chiffres, ou du moins des chiffres, en tout cas des résultats en avance par rapport à une étude qui va être publiée plutôt aux alentours du mois de décembre. Mais la relocalisation n'arrive qu'en 5e position. Donc pour revenir à la question, réinternaliser certaines fonctions, pareil, aujourd'hui, on parle de réinternaliser, mais qu'en sera-t-il dans le futur ? C'est très difficile encore de répondre. Et avec, comme je le disais tout à l'heure, ma casquette de chercheur, j'analyse des faits. Et la tendance, elle n'est pas forcément sur une réinternalisation de fonctions. Et ensuite, de quelles fonctions on parle ? Donc là-dessus, j'ai encore un peu de... voilà, peut-être... Pierre-Olivier, je sens que vous avez un truc à dire. Oui, parce que je pense que le fond du problème, d'abord, on ne peut pas demander seul aux achats, ça ne sera pas une volonté des achats de tout réinternaliser ou bien sûr. De faire du Made in France. La question 1, c'est, excuse-moi pour le gros mot, mais c'est la pensée systémique. Ouais. Et c'est l'éveil des consciences du consommateur, de ce que ça coûte et de l'impact des choix qu'il est en train de faire. Par exemple, moi j'ai vu aujourd'hui des sites internet qui commencent à vous dire,
voilà, ce produit-là, il est moins cher, mais voilà son impact écologique. En fait, le problème du consommateur, c'est que souvent, que ce soit il n'a pas conscience. Il n'y a pas de conscience. Non, bien sûr. Et donc, forcément, on va vers la pulsion, c'est-à-dire le moins cher, évidemment. Mais quand une entreprise, par exemple, a un plan de transition écologique et qu'elle va mettre 1 million, 2 millions, 10 millions sur son plan de transition écologique, si elle ne l'intègre pas dans ses achats, d'un côté, c'est de l'argent qu'elle perd. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien mettre 8 millions, mais par contre accepter de mettre 2 millions de plus dans ses achats et d'avoir un pouvoir immédiat sur l'écosystème. Donc c'est vraiment aujourd'hui la façon qu'on a de penser en système, comment les acheteurs dans les écoles vont apprendre à passer en système. Et parfois même, moi je pense que ça passe par les humanités aussi. On apprend la complexité et que de la complexité sortent les choses qui sont justes. Et que sinon, la pensée en silo peut être plus efficace, mais beaucoup plus destructrice de valeur à moyen terme. Alors j'ai bien compris que la RSE impactait beaucoup votre métier, mais il y a aussi la digitalisation. Brice Mal me disait tout à l'heure, on est passé dans une ère maintenant d'innovation pour la fonction achat. Dans quelle mesure est-ce que la digitalisation, elle vous impacte, vous, en tant qu'acheteur aujourd'hui, Arnaud Confroy ? Le digital, nous on l'utilise surtout pour quelque part outsourcer tous ces achats indirects qui n'ont pas une grande valeur ajoutée sur le produit lui-même, gagner du temps, faire gagner du temps à nos utilisateurs, faire rentrer nos utilisateurs aussi dans un cadre pour maîtriser nos dépenses. Et c'est des outils digitaux qui nous permettent en fait de faire ce qu'on fait nous à titre personnel sur Amazon, qui va nous permettre de travailler avec des sociétés comme Manutan ou comme d'autres, dans des catalogues en ligne, de digitaliser toute cette relation, tout cet aspect transactionnel, de gagner du temps, de fluidifier les relations, de mieux négocier et quelque part de se reconcentrer sur notre cœur de métier qui est d'acheter des matières premières pour nos produits et d'avoir des stratégies d'achat vraiment bien définies sur ces produits pour pérenniser notre croissance et accompagner notre croissance. Je crois que vous, Pierre-Olivier Brial, ce que vous attendez aussi de cette innovation et de cette digitalisation, c'est de pouvoir aussi quelque part aider vos fournisseurs qui sont peut-être plus petits à passer à cette étape de la digitalisation. Oui, alors c'est vrai qu'on a une responsabilité, je pense, de faire monter en compétitivité, en expertise l'écosystème. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, on a réuni 160 fournisseurs en VC, en leur expliquant qu'aujourd'hui, il y avait un certain nombre de pratiques d'échange de mails qui n'étaient plus possibles. C'est-à-dire qu'on doit passer en EDI, on doit passer en connexion électronique, et que le consommateur ne peut plus du tout accepter de ne pas avoir une information en temps réel. Donc il y a encore un gros travail à faire là-dessus sur l'écosystème. Moi, je pilote un club ETI en Ile-de-France, il y a une centaine de TI, et quand on a demandé quel est l'an prochain votre première priorité, j'ai été assez surpris, mais c'est encore la transformation digitale. Et en fait, on se rend compte qu'on parle beaucoup de la digitalisation, que certains concepts sont même devenus maintenant une commodité, mais que dans la réalité, il y a encore un énorme travail à faire et que là aussi, l'écosystème doit progresser ensemble. Et en fait, le digital, ça fait 20 ans que ça existe. Le e-procurement aux achats, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et le nerf de la guerre, il est là. Il est dans le contenu, les catalogues. Si les catalogues n'existent pas, si les fournisseurs ne sont pas matures pour aller mettre leur catalogue à disposition des acheteurs, on n'avance à rien. Et c'est la force de groupes comme Manutan ou comme d'autres qui arrivent à mobiliser ces plus petits fournisseurs, c'est de les rendre digitaux. Et nous, on est en train de littéralement essayer d'attirer nos fournisseurs à devenir de plus en plus digitaux pour fluidifier tout ça. Et ce qui a aussi un avantage pour le fournisseur, qui est d'être payé plus vite. Parce que tout ça, c'est entièrement digital, de la commande à la facture. Donc il y a aussi un aspect RSE dans le sens où on les paiera beaucoup plus tôt que ce qu'on... Et on respectera mieux la LME en ayant des outils digitaux comme cela. Brice Mal, le surstoupé. Oui, tout à fait. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les directeurs d'achat sont vus comme des fonctions innovantes ? Oui, quand même. C'est une fonction qui a largement contribué à l'innovation. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez dans certaines organisations des acheteurs qui sont positionnés dans les services recherche et développement. Quel est le rôle de ces acheteurs ? Innovation sont des acheteurs qui font le lien. C'est le cas d'Arnaud. Oui, on est récemment passé effectivement de la finance à la stratégie et business développement. Donc c'est un bon exemple. Exactement. Donc en fait, ce sont des acheteurs qui fluidifient les relations entre le service achat et le service recherche et développement. Donc c'est un service, je dirais une fonction, la fonction achat, qui est dans une logique de création d'identité vers le business. Elle a été très portée sur l'amont,
je dirais, sur les 30 années précédentes. Aujourd'hui, elle va créer de la valeur, elle va créer de l'offre, produit, et c'est là-dessus, effectivement, qu'on les attend. Mais juste pour 2 mots par rapport à ce qu'il disait sur la digitalisation. La digitalisation, ça existe depuis très longtemps. Depuis une oui, ça fait longtemps qu'on en entend parler, oui, je confirme. Ce qui a été dit là. Aujourd'hui, ce qui ressort dans notre étude avec le CNA, c'est que la digitalisation, c'est la nouvelle tendance. En revanche, c'est ce que je disais précédemment, attention, la digitalisation n'est qu'un outil. Et pour revenir sur ce que disait Pierre-Olivier, le nerf de la guerre, je dirais, de l'acheteur, son métier principal, c'est la création de relations. C'est la création de relations en interne, en externe, c'est la vigie de la relation, et c'est à partir, je dirais, de la relation qu'on va pouvoir créer de l'innovation. Sans, je dirais, une compétence relationnelle, vous aurez du mal, de toute façon, à transformer la fonction achat pour qu'elle soit créatrice de valeur. Donc la digitalisation, oui, mais d'abord l'aspect humain de l'acheteur qui se tourne vers la création de valeur. C'est ce qu'on essaie de faire à Bordeaux, au sein de notre écosystème. On a créé un salon achat tous les 2 ans qui regroupe toutes les sociétés de la région. Et en fait, nos directions achats des ETI et des grands groupes se présentent aux fournisseurs. Donc c'est un système un peu inversé. On leur demande, on présente en fait aux fournisseurs nos besoins. Et en fait, la problématique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos acheteurs, souvent, ne connaissent pas leur écosystème. Et les fournisseurs ne connaissent pas leurs acheteurs. Donc l'idée, ça a été justement de créer ce relationnel et de l'encourager, avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, qui cofinance. Et on a ce prochain salon donc, en 2021. Qui nous permettra aussi de continuer à aider les sociétés à se rencontrer et à créer du business entre elles. Pierre-Olivier Brial, il reste 2 minutes. On est sur une émission autour du bien travailler. Comment est-ce que vous inscrivez cette fonction de directeur d'achat dans ce concept de bien travailler, justement ? La direction d'achat, comme tu disais, a beaucoup évolué ces dernières années. C'est probablement la fonction qui est le plus en relation dans l'entreprise avec l'interne, l'externe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans toutes les réflexions qu'il y a autour de l'aménagement des locaux, autour de la qualité de vie du collaborateur, du parcours collaborateur, les achats sont associés très en amont. Et donc, ils vont énormément d'abord réfléchir en amont sur les concepts, comment on va aménager les bureaux, le nouveau siège que vous êtes en train de construire chez Seva. On est très en amont, c'est-à-dire qu'on est au cœur de la réflexion. Là où avant, on aurait réfléchi peut-être services généraux, DG, puis à un moment donné, dit aux acheteurs, bon, bah, trouvez-nous, achetez. Là, aujourd'hui, ils sont intégrés dans la réflexion. Et donc, moi, je ne vois pas un projet aujourd'hui autour du bien travailler, de l'espace de vie où les acheteurs ne sont pas totalement impliqués. Vous parlez de sièges et vous parlez d'organisation des bureaux, mais on est en pleine période où le télétravail se développe. Vous allez aussi, à terme, rentrer dans le domicile de vos salariés ? Comment ça se passe ? Alors d'abord, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul, parce que là, oui, faut retrouver un tout petit peu le temps long, parce que là, on est dans le temps très court. Non, je pense qu'on est en train tous de réfléchir, et on en parlait juste avant l'émission, à finalement à quoi sert le lieu de travail. C'est-à-dire quand on se réunit, pourquoi on se voit. Bon, si c'est pour fermer la porte, être sur son ordinateur, ça, on peut peut-être le faire à la maison. En revanche, effectivement, moi, je pense que le lieu de travail va devenir encore plus relationnel qu'avant. Et donc, ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour le métier d'acheteur. Et d'autre part, il faut vraiment relativiser parce que nous, on a des filiales chez Manutan qui sont vers Niort, enfin en province, où l'attente du télétravail est aussi très différente. Donc, je pense qu'il faut y aller tester, y aller progressivement, redonner du sens à tout ça. Parce qu'on est au tout début en fait du vrai sujet, à mon avis, du télétravail, des évolutions que ça va avoir sur la culture d'entreprise. Merci beaucoup Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan, Arnaud Connefroy, directeur achat groupe de Seva Santé Animale, et Brice Malm, manager exécutif senior en charge des recrutements de la division achat et supply chain chez Michael Page. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Smart at Work.